De suivre votre magazine Kiosque chaque matin sur Canal Congo Télévision. Nous sommes là pour vous servir. Alors ce matin, l'actualité en République démocratique du Congo, c'est tout d'abord la clôture du dépôt et traitement des candidatures pour la présidentielle. 24 candidats enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante. Des candidats malheureux de 2018 qui reviennent. Il y a une femme et aussi un candidat de Dieu. Nous allons analyser tous ces sujets, ces candidatures avec nos invités dans ce plateau de kiosque. En justice, nous parlerons de procès Mwanga Chouchou. Il a été condamné à une peine de mort aussi. Il devra payer une amende de 100 millions de dollars américains. Nous allons analyser avec nos invités toujours par rapport au dépôt de candidature pour la présidentielle. Nous allons nous intéresser ce matin à ce clash entre les candidats présidents de la République de bonne guerre, bien sûr. Nous allons analyser avec nos invités. Puis la sortie médiatique du général John Numbi, nous en parlons. Il revient sur les compromis politiques de 2018, chose qui rejette le camp au pouvoir. Qui se cache derrière John Numbi qui relaie les propos de Corneille Nangaa? Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux personnalités? Analyser commentaires, c'est avec nos invités. Madame, monsieur, encore une fois, bienvenue. Nous avons deux invités ce matin. Le premier est déjà là, vous le savez, la journée est pluvieuse. Thierry Mukelekele est déjà avec nous. Thierry, bon début de semaine, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à ceux-là qui suivent CCTV et bon début de semaine à tous les Congolais. Mais juste pour le petit biscuit, c'est toujours le coucou que je fais à mes compagnons des luttes, c'est-à-dire mes amis de la prison militaire de Ndolo et bien plus des autres prisons. Parce que nous, notre combat, c'est que le président de la République arrive à faire un regard sur cet état des choses, afin que vers la fin de l'année, que nos amis en prison obtiennent des libérations conditionnelles et de la grâce présidentielle. C'est très important. Et par rapport à ça, je crois que dans le sujet, on en parlera. On est en train de voir le travail que font les jeunes Wazalendo, alors qu'en Ndolo, il y a encore des jeunes Wazalendo et certains Maïma qui peuvent aider ce qui se passe, et toujours dans le cadre du dialogue que moi j'ai toujours prôné, ce qui veut dire que si jamais l'État congolais, le pouvoir, le président de la République, à qui nous demandons toujours de quitter d'abord le protocole officiel, avec les jeunes gens-là, ils peuvent établir des contacts avec les M23 et savoir c'est quoi les revendications du M23 entre jeunes. Au cas contraire, sur terrain, on va se battre par rapport au positionnement de force entre les Wazalendo et les M23. Vous sentez que la jeunesse résiste. Mais il faudrait que le gouvernement mettre un peu de clarté dans cette histoire. C'est-à-dire quoi? Avec les Wazalendo? Avec les Wazalendo, parce que le gouvernement semble dire que ce sont des jeunes. Non. Non. Le président de la République se réfère à l'ordonnance de l'ancien président, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait appelé à la résistance. Et il a signé une ordonnance sortant les forces d'autodéfense populaire. C'est un mouvement qui existe, c'est un mouvement étatique. Mais aux accords de Sun City, on a semblé neutraliser ces forces d'autodéfense populaire. Alors, dans la sortie médiatique du président de la République qui faisait appel à la résistance, cet appel-là n'a pas été accompagné par le gouvernement. C'est pourquoi pour nous qui connaissons l'importance de la jeunesse, nous rappelons au président de la République, si les services n'ont pas cette ordonnance de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous demandons aux ex-commandants FAP de trouver l'ordonnance qui leur avait donné mandat de défendre le pays. Et comme il y a la réserve stratégique de l'armée, dont on parle de la loi Kabanda, où on fait appel à la réserve de l'armée, ce qui veut dire que nous pouvons aller dans cette logique-là
pour que les Wazalendo mènent un combat officiellement. Que les Wazalendo dire quoi, que l'armée puisse les prêter main forte, les Wazalendo. Non, parce que l'armée est en difficulté. Le politique est en train de fuir des sanctions internationales. Or, tout ce qui peut couvrir les sanctions internationales, c'est l'ordonnance du chef de l'État appelant officiellement la jeunesse à se défendre dans une structure qui existe, les forces d'autodéfense populaire. C'est une structure de l'État congolais. L'ordonnance de Mouzé. De Mouzé, parce que nous sommes dans la continuité. Alors, tous ces jeunes qui sont dans les prisons parce qu'on a dit qu'ils sont maï-maï, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de démontrer qu'ils sont maï-maï pour l'intérêt du Congo. On ne doit pas les confondre avec les bandits qui sont aussi à l'Est et qui profitent de cette situation. Mais justement, ils peuvent aussi, les infiltrés aussi peuvent profiter. Non, un Mouzalendo, on ne l'infiltre pas, madame. Un patriote, on ne peut pas l'infiltrer. Parce que ce Mouzalendo-là combat d'abord par conviction, non pas parce que l'État lui donne les moyens. Et puis les armes, on doit justifier d'où proviennent les armes. C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État doit signer une ordonnance réorganisant la FAP. L'état-major général est à Lubumbashi. Les commandants FAP existent. Le président appelle ces commandants FAP. Qu'ils viennent, qu'on lui dise comment est-ce qu'on avait recruté la jeunesse pour lutter afin que Lubumbashi, Kolwezi ne puisse pas tomber. C'est la force d'autodéfense populaire qui était dans les mêmes tranchées de combat avec les FAC, les alliés zimbabwéens. La FAP s'habillait en tenue kaki et elle a tenu tête à l'avancée du RCD autrefois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous encourageons les Wazalendo, mais nous sommes dans l'optique toujours du dialogue. Okay. Si le président refuse de dialoguer avec directement le M23, mais les Wazalendo, ils sont de la région, ils sont frères à ceux-là qui sont du M23. Ça dit que les Wazalendo, au lieu de continuer à se battre, ils peuvent d'abord parler entre hommes. Si ça ne va pas, eh ben, que celui-là qui a la force l'emporte. Mais c'est que nous savons, un Mouzalendo a toujours la force parce qu'il est propriétaire des terres. Alors vendredi, ils avaient libéré Kichanga. Malheureusement, donc il y a un jeu dedans d'ici. Willy Ngoma, nous le suivons, il dit que c'est l'EAC qui a laissé libre Kichanga entre les mains des Wazalendo. Mais la jeune dame là qui est porte-parole du commandant VDP, le mouvement là qui est entré à Kichanga, dit que c'est par la force et l'appui des ancêtres et des dieux qu'ils ont récupéré. Alors aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas la situation exacte de Kichanga. Parce que Willy revendique qu'ils ont récupéré, les autres revendiquent, mais l'État dit être en position de cesser le feu. Vous voyez là où les Wazalendo ont des difficultés. Devront-ils continuer ou s'arrêter un moment? Et quand ils s'arrêtent, ils sont à court de munitions, ceci, cela. Bon. Qu'on organise carrément un dialogue avec le M23. Même pas sous le label gouvernemental, mais comme il y a des commandants patriotes. Les autorités ne veulent pas du dialogue avec le M23. Mais qu'on laisse les Wazalendo dialoguer avec les M23, qu'au moins les Wazalendo comprennent c'est quoi le souci, pourquoi vous voulez qu'on se batte, parce que vous dites que vous êtes Congolais. Et vous avez la même... Vous ne voyez pas que les Wazalendo ont la même tenue que les M23. Donc on est presque dans un environnement renfermé et que l'État ne nous dit pas clair. Voilà, alors on parle procès Mwanga Chouchou. Peine de mort, payer 100 millions de dollars américains. Quelle est votre analyse par rapport à ce verdict? Bien, j'étais voisin de Mwanga Chouchou il n'y a pas longtemps. On n'avait pas tellement l'autorisation de l'aborder. Mais en tant que journaliste, je suis tombé un jour sur Mwanga Chouchou pour 2-3 minutes. Dans ce que moi j'ai retenu, c'est une affaire hautement politique. La condamnation, elle est plus politique que judiciaire. Parce que Mwanga Chouchou reste comptable devant la Cour de cassation étant député. Alors, on a forcé la main et on y est allé. Mwanga Chouchou a été arrêté hors portée de l'état de siège. Quand vous lisez l'ordonnance appelant à l'état de siège, les autorités militaires dans cet état de siège ont une compétence par rapport à l'état de siège.
mais nous sommes en train de discuter entre juristes comment est-ce que Mwangachuchu, ne se retrouvant pas dans la portée de l'état de siège, est arrêté à Kinshasa. Les armes dont on l'a accusé sont dans l'état de siège. Aucun procès ne s'était fait à l'état de siège pour que ces dossiers et le capitaine qui était son complice soient ramenés à Kinshasa afin que la haute cour se saisisse. Il y a l'histoire là de l'article 78 sous la loi de l'état d'urgence, mais quand on a adopté la constitution de 2006, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation devra nous éclairer un peu. Ça a été à la va-vite, cet article, cette loi de l'état de flagrance a dominé sur le procès Mwangachuchu. Le condamné à mort, par rapport à son âge, je ne vois pas ce que l'État gagne. 100 millions, je ne sais dollars, pas. Oui. Je ne sais pas si Mwangachuchu ou même le capital de cette entreprise possédait ce montant. C'est peu ou c'est exorbitant. C'est exorbitant. C'est exorbitant. Et puis, dans les petites enquêtes, la société était celle qui protégeait les intérêts congolais. Même si les minéraux pouvaient transiter par le Rwanda, mais tout s'est signé en République démocratique du Congo. Alors, sans revenir sur les faits, parce que nous sommes en train de prendre ça d'une manière ramassée. Alors, par rapport aux faits lui reprochés et la peine, l'analyse doit porter sur ça. Non, moi je ne suis pas de cet avis-là. Nous respectons le juge. Oui. Mais nous rentrons dans la loi mère, la Constitution, l'article 153, je crois 165 ou 167, nous donne comment est-ce que l'État doit se comporter vis-à-vis d'un député. C'est la Cour de cassation. Ce qui veut dire, je pense, ces avocats sont habitués au droit, et ils ont, je crois, un délai de 5 jours ou je ne sais plus de combien, je n'ai plus revu mes matières de droit, pour se pourvoir en cassation. Donc, Mwangachuchu a la voie du pouvoir en cassation. Dire que la haute cour, c'est la dernière instance, non. Par rapport à la loi actuelle, je chute par là, par rapport à la loi actuelle, je crois la loi de 2013, même un militaire qui est jugé à la haute cour, il a la possibilité du pouvoir en cassation. Donc les juristes, nous devons nous plonger pour discuter et comprendre c'est quoi le pouvoir en cassation et pourquoi la Cour de cassation a été installée. Voilà un peu. Donc pour Mwangachuchu, nous pensons que ces avocats iront à la Cour de cassation, qui du reste est son juge naturel. Voilà, et on parle processus électoral. Thierry Mukelekele, c'est les candidatures pour la présidentielle. Le dépôt a été clôturé dimanche par la centrale électorale. 24 candidats. On a suivi chaque candidat lors du dépôt des candidatures. Mais de façon générale, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces 24 candidatures? Bien. Il n'y a qu'une seule femme. Oui. D'ailleurs, j'ai aimé l'apparition de cette dame-là. Je crois que c'est la deuxième fois. Je crois que c'est la deuxième fois. Moi, personnellement, je n'ai pas encore un candidat, mais si jamais cette dame nous suit, moi, je peux l'appuyer. Parce que c'est formidable. Parce qu'elle est dame. Oui, parce que d'abord, elle est dame. Parce qu'elle est dame. C'est formidable qu'elle prenne encore le courage, qu'elle vienne. Et quand vous suivez son comportement communicationnel, certes, il y a des lacunes, mais elle a des pensées. Hein, elle a des pensées positives pour cette République. Donc, je l'encourage. Je conseille seulement qu'elle se trouve bon communicateur ou qu'elle cherche l'expertise des journalistes que nous sommes. On lui forme des formateurs, des communicateurs pour sa prochaine campagne. Elle ne va pas réussir à devenir président d'emblée, mais elle peut constituer une force à la prochaine opposition. Parce que quand elle nous montre un ballet avec les tricolores, je ne sais pas si elle aussi, elle est entrée en profondeur de l'image qu'elle a donnée.
Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais moi, quand j'ai vu ce ballet avec le tricolore... Elle en avait aussi en 2018, c'est devenu pour la deuxième fois. Non, attendez. J'ai dit que le message de 2018 et le message aujourd'hui, elle a amélioré. Ok. Et quand elle revient avec ce ballet, le message finalement que j'ai vu dans ce ballet, c'est un message fort. Donc pour nous qui pensons qu'il faut une classe politique autrement, nous pouvons appuyer cette dame-là pour que nous ayons une autre classe politique autrement, quel que soit le probable homme qui va gagner. Parce que c'est un homme qui va passer. Ah, vous savez déjà qu'il s'agira d'un homme. Ça sera un homme. Pour la dame, elle est courageuse, mais qu'elle se dise qu'elle se prépare maintenant à faire de l'opposition politique officiellement. 24 candidats, la caution appelée, c'est 65 000 $. 65 000 $. 65 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. Et dans l'opinion, beaucoup de questions se posent. Qui finance tous ces candidats? Bien, il y a des partenaires. Hein? Il y a des candidats qui ont des partenaires et il y a des candidats qui font leurs propositions, surtout au niveau international. Si c'est alléchant, il y a un groupe d'investisseurs, un groupe de CCI qui financent. Mais ils vont accompagner même la campagne, leur campagne. Oui. Mais il y a d'autres candidats qui ont leurs moyens et ils mettent les moyens en jeu, comme le Munga l'a dit à Tchelibanga. Mais il ne faut pas que Tchelibanga pour la Kocha. Il faut que Tchelibanga neti mama wana. Elle, à Tchelibanga, moi je lui donne raison. Il y a un autre jeune candidat, je crois, le nom m'échappe. Il a aussi des grandes idées. Mais il aurait dû faire la députation nationale pour amener ces idées-là au Parlement. Pas se battre à la présidentielle et échouer et les idées seront étouffées. Peut-être qu'il peut rejoindre aussi la prochaine opposition politique. Je viens d'oublier son nom. Hein? Ils sont 3 jeunes candidats. Un de 88, l'autre je crois de 94 et... Il y a Constant Moutamba qui est le plus jeune, mais... Non, Constant n'est pas plus jeune. Le plus jeune, il y a 35 ans. Ouais. Oui, il y a un autre qui est de la génération de Constant Moutamba. Je viens d'oublier le nom. Constant Moutamba, il est dynamique, mais il commence à s'éparpiller. Moi, je pense qu'il devait rester tel que nous l'avions connu avant, quand il faisait sa montée. Là, il commence vraiment à trop s'éparpiller. Il doit recadrer sa communication d'abord. Et en politique, les gars qui ont vécu ont toujours une longueur d'avance. Maintenant, si vous ne suivez pas leurs pas et que vous venez contre les gars qui ont vécu, on va vous balayer facilement. Ouais. Alors, le chef de l'État, le président en exercice, a aussi déposé sa candidature samedi. Félix Antoine Tshisekedi, lui, a son programme, hein, se résume en trois renaissance, remontada, développement et crédibilité. Bien, ça, on devait patienter nous tous pendant la campagne, comme la campagne précoce a commencé. Nous pensons que la communication chez tous les candidats pose problème. On ne peut pas déplacer les institutions pour accompagner une institution à une institution déposer la candidature. C'est-à-dire quoi? C'est la première erreur de communication. On a vu toutes les institutions de la République qui ont stoppé la vie de la nation pour accompagner le prétendant à la candidature de sa propre succession. Mais là, ils n'avaient pas la casquette de leur fonction quand, publique. Là, ils étaient les membres de l'Union sacrée. Non, quand on est Premier ministre, quand on est président de l'Assemblée nationale, on est président du Sénat, on est chef de l'État, on ne peut pas afficher une casquette politique. On est DG d'entreprise. On doit d'ailleurs interdire, même aux gens de l'entreprise, de s'afficher. Parce que ce que nous avions vu au niveau de l'ONATRA, ça dit que nous verrons des gens entrer dans leur bureau avec des effigies de leurs candidats. Or, dans les lieux étatiques, ces choses doivent être rejetées formellement à la présidence de la République, au gouvernement, au Parlement. Devant la barrière, n'eût été le jour des manifestations, personne ne peut accéder avec un panneau publicitaire ou un polo pour faire la publicité. C'est dans la loi que c'est interdit.
Alors, c'est pas permis. On ne peut même pas donner raison au Premier ministre. Mais il n'avait pas un t-shirt avec effigie. J'ai dit ceci. Les membres du gouvernement n'ayant pas démissionné, ils engagent l'État congolais. Le président de la République, quand il s'est déplacé, il ne s'est pas déplacé comme président de la République. Il s'est déplacé comme Tshisekedi Fachi, qui va déposer la candidature face à lui-même. C'est ça la réalité. Oui. Donc c'est le candidat chef de l'État actuel qui va déposer sa candidature face à lui-même. Ce qui veut dire, sur le plan communication, il fallait comprimer. Et peut-être d'ailleurs c'est le candidat qui devait être le plus modeste de tous les candidats, parce qu'il assume encore les fonctions d'État. Mais la foule, elle est venue d'elle-même. La population est venue l'accompagner. Avant lui. On n'a pas interdit à la foule de s'accompagner. Je ne condamne pas le président de la République. Je condamne les institutions. Parce que le protocole d'État ne pouvait pas permettre qu'un candidat, président de la République en fonction, dans le mouvement d'aller vers la CENI, qu'on voit ce qu'on a vu, on a bloqué les passages des gens, comme qui dirait c'était une manifestation officielle. Non. Le dépôt de candidature, c'est le commun du mortel. C'est la CENI qui a le patronat. Ce n'est plus le président. Quand il va là-bas, ce n'est pas en tant que président de la République. C'est en tant que prétendant, en entendant la Cour constitutionnelle, prétendant à sa succession. Ça, ce sont des notions élémentaires du protocole d'État. Donc, nous insistons, non pas pour condamner des gens, nous insistons, c'est pour que les gens comprennent le fonctionnement. On peut, parce que lui vient de Lubumbashi, ou de Kolwezi, il revenait de Kolwezi. Ça dit qu'il n'avait pas l'idée du protocole qui était là-bas. C'est le protocole qui devait agir. Et comme les institutions, nous avons suivi un président d'une institution qui appelait les honorables députés, il a bien précisé les honorables députés membres de. Non. Non, les députés ne peuvent pas aller accompagner la candidature de quelqu'un. Mais tous les autres candidats aussi étaient accompagnés. Mais les autres candidats ne sont pas liés au protocole d'État comme celui qui vient à sa propre succession. Moi, je parle du protocole. Mais les autres aussi, on pouvait retrouver aussi dans leur foule aussi des administrateurs, par exemple, d'entreprises qui étaient aussi Ils doivent être sanctionnés. C'est ça le rôle des services de renseignement et des sécurités. Parce que là, ils ont troublé l'ordre étatique. Imaginez-vous ceux-là qui ne sont pas d'un candidat à l'ONATRA. Quels étaient leurs sorts à l'ONATRA ce jour-là? Ça dit qu'on a perturbé le travail des gens de l'ONATRA. Nous ne condamnons personne, mais nous rappelons aux gens la bienfaisance du respect du protocole d'État. C'est très important. Alors, on a vu des candidats malheureux de 2018 qui sont revenus, les sept Koukouni, Théodore Ngoï, Noël Tchani, Marie-Josée Foukoula, on l'a déjà vu. Est-ce qu'ils reviennent encore pour la deuxième fois avec tout ce nombre de candidatures? Et qu'est-ce qui suscite en eux la confiance encore cette fois? Bon, par exemple, pour Théodore Ngoï, il a été d'abord candidat gouverneur dans le Katanga face à Moïse. Il était battu. Et puis il a été député national et candidat à la présidentielle. Bon, il a un parcours. Hein. Il a un parcours, il a un discours. Je l'ai toujours suivi. Nous pensons que cette fois-ci, peut-être qu'il va encore engranger des voix. Et il a encore de l'âge. Donc, dans les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années, il peut toujours tenter. Il y a des gens qui sont valables. Mais dans les contextes actuels, il n'y a pas moyen qu'ils passent. Mais nous les encourageons. Tels que Madame, comme on a dit, et Noël Tchani, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Parce qu'il n'a plus de position finalement. Il n'a plus de position. Moi, je le conseillerais carrément d'aller vers le Parlement. Prochainement qu'il aille vers le Parlement
et qu'il ait la chance d'obtenir la commission ECOFIN, hein, pour qu'il nous aide avec toutes ces théories-là Vous le limitez? Non, c'est lui-même qui se limite. Voyez un peu dans le cafouillage que lui a commencé. Donc chaque fois qu'il arrive, il arrive comme un perturbateur. Et dès lors que tout est fini, il nous perturbe pendant tout le mandat du président Tshisekedi, et puis il vient encore postuler. Pourquoi ne pas appuyer directement Tshisekedi? Parce que dans tout le mandat, il a semblé nettoyer le passage de Tshisekedi. Alors il devait laisser Tshisekedi et appuyer Tshisekedi pour dire que je ne voulais pas des 50% congolais pour qu'un 100% soit là. Comme Tshisekedi revient et qu'il est 100%, moi, Tchani, j'appuie Tshisekedi. Bon, il vient encore voler quelques voix à Tshisekedi. Pourquoi il fait ça? Alors, on donne raison à ceux qui disent qu'il y a des candidats qui sont fantaisistes, qui viennent embrouiller la donne. Bien, fantaisiste, moi, je ne peux Surtout pas. par rapport à la somme, Oui, à oui, l'argent oui, à payer, oui. où ils auront tout. Il n'y a pas de candidat fantaisiste, parce que la loi autorise à tout Congolais. Mais il y a des candidats perturbateurs, principalement. Fabriqués par d'autres candidats. Bon, vous savez, oui, pour embrouiller la donne. En communication, nous connaissons la quintessence des termes et des mots. Il n'y a pas de candidats fabriqués. S'il y a des candidats fabriqués, alors tous sont fabriqués. Donc personne ne peut pointer l'autre qu'il est fabriqué. Non, ça c'est pas une bonne communication. Il faut admettre que l'autre vient parce que la Constitution l'autorise. Mais sa manière de prester, comme je l'ai dit pour Noël Tchani, c'est une manière de perturber. Parce que Noël Tchani, il avait perturbé autrefois même le feu, Étienne Tshisekedi. Toujours les mêmes. Il y a Kachala, il y a Tchani. Donc, il y a des gens qui perturbent quand même. Hein. Quand ils viennent perturber votre élection. Ils perturbent quoi? Non, parce ils ont eu combien de voix pour non, perturber? le peu de voix qu'ils ont raflé devait aller chez un candidat. Vous savez que les élections en RDC et pratiquement en Afrique sont des élections tributaires de la tribu, du clan, hein, de l'espace ethnique. Okay. Mais maintenant, quand vous vous retrouvez trois dans un même espace ethnique, vous êtes en train d'émietter les voix. Donc si vous sembliez appuyer, comme Tchani l'a fait, il appuyait le candidat à sa succession, il devait continuer jusqu'au bout. Mais là, il va émietter certaines voix de ce candidat-là. Ce sont des élections qui ont un caractère tributaire de la tribu. Donc il ne fait pas bien le jeu. Il ne fait pas bien le jeu. Peut-être que dans un mois, ils peuvent faire des compromis pour atteindre 3 à 4 candidatures, peut-être. Et nous pensons que d'ici le 9 prochain, le 9 novembre, nous pourrions avoir moins de 8 candidats. Ah, d'autres seront rejetés. Non, peut-être ceux-là qui seront rejetés par la Cour constitutionnelle, mais il y aura fusion des candidats. Okay. Ouais. D'autres seront obligés d'appuyer avec possibilité d'être ministrable ou d'être... Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un candidat commun, unique du côté de l'opposition? Parce qu'ils sont là en ordre éparpillé, franchement. Bon, j'ai suivi Olivier Kamitatu pour le candidat Moïse Katumbi. Il donne l'impression qu'ils ne sont pas en ordre éparpillé. Il donne l'impression qu'ils se consultent. Quoique, chacun va selon lui. Chacun se considère comme candidat commun. Oui, hein? Mais, il y a toujours un mais. Olivier Kamitatu a placé un mais, Denis Mukwege a placé un mais, Deli Sesanga a placé un mais, Martin Fayoulou a placé un mais, Mouzito, quoique il s'est séparé de Fayoulou, il vous dit que si eux sont d'accord avec mon programme, et que nous nous mettions d'accord sur un programme commun, pourquoi pas? Et puis... c'est parce que chacun se considère comme candidat commun, comme oui. ce serait moi ils vont porter les choses sur moi. Ben, il y a des ouvertures. Ne nous étonnons pas comme ils ont fait un truc à 5 à Lubumbashi, qu'ils fassent encore un truc à 8 pour qu'ils se mettent d'accord, qui va au-devant de nous et qui prendra le Sénat, qui prendra l'Assemblée nationale, qui prendra la Cour constitutionnelle, parce que parmi les candidats présidents, il y a des juristes, hein, tels que Deli Sesanga. Quelqu'un peut négocier avec Deli pour lui dire que non,
comme tu es juriste, nous avons besoin d'un bon président de la Cour constitutionnelle. Ce sont là les calculs. Ce sont des calculs. Ça s'appelle des conciliabules politiques. Il met ses 65 000 parce qu'il sait qu'il va les récupérer autrement. Il y a toujours possibilité, mais je ne crois pas qu'un candidat, quand il met 65 000 ou il met je ne sais pas combien de $1000 pour les députés, il doit penser les récupérer. Ça, c'est une mauvaise approche. Et là, dans la campagne, vous n'aurez pas accès à la population. Parce que la population se dira qu'Azoya pour récupérer Mbongonaï. Donc, quand vous mettez de l'argent à la CENI, il faut oublier. C'est parti. C'est parti. Il faut maintenant donner l'intelligence à la campagne, à la bonne communication, et puis on avance. Alors, on a quand même noté des clashs entre députés dans leurs allocutions lors des dépôts des candidatures au sortir du bureau de la CENI, l'interview avec la presse. On a suivi par exemple le chef de l'État qui appelle la population, il met la garde de la population contre les candidats de l'étranger. Il dit par exemple que le pays c'est pas un organe humain pour être réparé. Le pays a besoin de la paix et du pain. Et on a suivi Denis Mukwege qui peut-être s'est senti touché en disant qu'il traitait de populisme. Les autres candidats aussi en train de critiquer la gestion du pays. Comment vous avez perçu tous ces clashs entre candidats? Bien, ça c'est le devoir du président de la CENI. Les autres présidents mettaient des cartes de concertation pour recadrer tout le monde. Parce qu'il faudrait que le président de la CENI recadre tous ses candidats. Il doit les recadrer tous, sans exception. Parce que vous savez, la paix dépend de ceux qui sont en train de dire. Leurs allocutions sortir. Oui. Parce que tous les candidats ont divisé les populations congolaises selon leurs intérêts, pas selon l'intérêt de la République. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, malheureusement, la sécurité ne fait pas bien son travail. Au ministère de l'Intérieur, il devait y avoir ce qu'on appelle une cellule de la police, comme on le fait dans des chaînes de télévision. À la régie, là, il y a celui qui fait la police d'antenne. Donc, il suit comment se déroule ce qui se passe à l'antenne. Normalement. Le monitoring. Le monitoring. Maintenant, dans chacun des états-majors de nos différents candidats, il doit y avoir cette police-là, ce monitoring, pour suivre ce que le candidat a toujours dit. Et quel est le message qu'il peut amener maintenant? C'est ça la difficulté. Les mêmes candidats étaient des bons amis. Les mêmes candidats ont juré devant nous, le peuple, qu'on ne se séparera pas. Et ce sont les mêmes candidats qui se rentrent violemment. La politique est dynamique. Non, non, ce n'est pas le dynamisme, c'est le manque de la stratégie communicationnelle. La stratégie communicationnelle, en temps de la campagne électorale, impose à tout candidat de dire des choses qui vont rassembler les populations. Pendant la campagne, tous les coups sont permis. C'est différent. Mais nous ne sommes pas pendant la période de la campagne. Pendant la campagne, moi j'ai assisté à toutes les campagnes depuis 2006. Et nous, en tant que communicateurs, nous avons vu les gens de MLC, notamment mon ami Simon Makila du MLC, Jean-François Dulé-Chamala du MLC. On a côtoyé. Ils ont côtoyé avec ceux du PPRD, avec les autres. Ce qui veut dire qu'on a fait une communication qui a fait que pendant les autres campagnes, et le MLC et les autres se mettaient d'accord pour que la communication passe avec efficience. Donc, nous pensons que tous les candidats doivent se rechercher afin de poser des bases communicationnelles avec force. Parce que sans ces bases communicationnelles avec force, se rentrer dedans déjà avant la campagne électorale présage quelque chose de pas bon. Les candidats qui sont en fonction risquent de profiter de leur fonction pour neutraliser ceux-là qui ne sont pas en fonction. Pourquoi? Parce qu'il m'a répondu à ce que j'ai dit. Bon, comme moi j'ai la police, l'armée, les services de sécurité, arrêtez-moi ce monsieur, arrêtez, ça s'appelle maintenant la... C'est-à-dire que vous voulez qu'on puisse interdire des déclarations avant la campagne électorale? Non. Les déclarations doivent converger vers la paix et la cohésion.
Ok. Oui, pendant qu'ils veulent entrer en campagne, ils doivent d'abord rassembler les populations. Parce que vous savez, le taux de participation à ces élections, s'il y en aura, est encore très faible. C'est parce que les messages de tous les candidats n'arrivent pas à convaincre les populations. Donc il faut faire diligence pour que tous les candidats, et ceux-là qui appuient les candidats, changent de langage. Et que Internet revive un peu. Que nous sentions que nous aurons la paix d'ici là. Parce que Internet aujourd'hui, WhatsApp, X, tous les réseaux sociaux sont à des auteurs incommensurables de la haine, les uns vis-à-vis des autres. Et pour nous, ces indicateurs-là témoignent le crash vers le 20 décembre. Voilà. Alors on termine avec ce commentaire en quelques minutes par rapport à la sortie médiatique du général John Numbi. Il a en fait parlé, il a abordé dans le même sens que Corneille Nangaa. Alors des questions se posent, qui est derrière ces deux hommes? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je reste dans ma logique. Que ce soit pour Corneille Nangaa ou pour le général Numbi, d'ailleurs le général Numbi lui-même a dit, il a rompu le silence, c'était par rapport à son devoir d'État. Général Numbi. Oui. Fugitif, il est poursuivi pour association des malfaiteurs. Je suis d'abord ce qu'il dit, il rompt le silence, c'était par rapport à son État. Ça dit qu'il est général et il est occupé des fonctions, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas. Maintenant qu'il parle, est-ce qu'il s'est désengagé ou l'État l'a-t-il désengagé? Non, il n'a pas été condamné. Il parle de l'article 64 et il évoque beaucoup de choses. En dehors de ces... Vous voyez le mal avec nos amis internautes, ils ne prennent que ce qui les intéresse et ce qui pique. Dans tout ce que le général a dit, ça a toujours été dit par tout le monde. L'État doit rester dans le protocole. J'ai appelé le président de la République à écouter tout le monde, à stopper la machine, à appeler tout le monde à la table. On parle et on voit comment est-ce qu'on va atterrir. Nous avons suivi un officiel qui est ministre en fonction, qui reconnaît qu'il y a eu un accord et cet accord a déjà été épuisé. Vous comprenez que la présidence a communiqué autrement, un membre du gouvernement communique autrement, et il y a des députés qui sortent. Dans cet embrouillement-là, ce que j'ai retenu, le clan Union Sacrée a étouffé le dépôt de la candidature du candidat à sa propre succession. Comment ça? Suivez les réseaux sociaux, on ne parle pas du dépôt de la candidature. On parle seulement de la sortie médiatique du général. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on puisse répondre. Est-ce que les gens communiquent? Il ne fallait pas qu'on puisse lui répondre, faire... Est-ce que les gens communiquent bien? Est-ce que l'État comprend la communication? Il est général de l'armée, il n'a pas encore été chassé de l'armée. Son commandant suprême n'a qu'à voir ce qu'il peut faire de son général. Le message du général doit être écouté par le commandant suprême. Les gens embrouillent le chef de l'État. Seul le chef de l'État peut écouter tout Congolais, y compris les M23 qui se revendiquent être Congolais. C'est ça mon souci. On doit écouter tout le monde. Le président doit stopper la machine, arrêter ces histoires des élections qui nous amènent nulle part. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Et parler à tous les Congolais. Pardonner ceux-là qui a à pardonner. Relaxer ceux-là qui ont des dossiers assez politiques, Salomon Idi, certains généraux, et refaire bien les calculs. Et cela va faire avancer les choses. Ça va faire avancer des choses. Et même on ne va pas arriver à un partage des gâteaux comme beaucoup de gens souhaitent. La conséquence beaucoup de gens cherchent à se retrouver. La conséquence du dialogue n'aboutit qu'à ça. Qu'on le veuille ou non. Après la guerre, il y aura dialogue et on va aboutir toujours à un partage. Donc, nous pensons que le président de la République doit prendre en considération toutes les positions, toutes les déclarations. C'est lui Jésus.
La flagellation, il y en aura toujours. Jésus a des été contradictions, flagellé. il y en a Jésus, toujours. Jésus a été flagellé jusqu'à ce qu'il a dit « Je vous pardonne, vous tous ». C'est ça le rôle du président de la République. Et l'émission est finie. On a besoin de son pardon pour faire avancer la machine. L'émission est finie. Merci Thierry Moukelekele. Merci bien. Vous devez normalement être avec Joseph Kongolo, mais la pluie a perturbé son arrivée à temps ici sur ce plateau de kiosque. Madame, Monsieur, merci de